ravis, cher public et chers conférenciers, de vous avoir avec nous pour cette conférence qui va durer 1 heure. Vous voyez, donc c'est un format regroupé, concis, sur lequel on va aller à l'essentiel. Merci Souila et le CEDRE pour cette co-organisation de ces conférences pour cette année, puisqu'on est ensemble depuis mars, et depuis plusieurs années d'ailleurs, Souila, puisqu'on a vu le sujet retrait amiante en mars. Vous voyez, vous avez à l'écran FDX 46033, les stratégies d'échantillonnage. Bon, c'était un peu l'actualité de l'année en juin. On a vu en septembre les règles techniques sous section 3 et bonnes pratiques professionnelles sous section 4. Et puis là, on va aborder effectivement la partie repérage amiante et cartographie associée. En novembre, vous voyez, on aura fait, cher public, un tour d'horizon à peu près complet sur les sujets. Merci aux partenaires pour cette co-organisation, pour cette conférence. Et puis, vous avez d'ailleurs un petit trombinoscope et on va directement vous laisser vous présenter avec les intervenants d'aujourd'hui. Peut-être on va commencer un petit tour de table de présentation. Alors, Gilles. Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Gilles Lepoulard, je suis le manager de la business unit patrimoine chez Sogelink. Donc Sogelink, on est éditeur de logiciels, j'aurai l'occasion de détailler ça tout à l'heure. Voilà, merci. Laurent. Bonjour à tous, je suis Laurent Roquin, je suis vice-président de la FIDI, la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. Et donc, c'est en cette qualité que je représente aujourd'hui les opérateurs de repérage pour parler d'amiante. Voilà, et Souila. Souila Paré, bonjour à tous. Donc, je suis en charge des questions santé, prévention et formation pour le CED, qui est le syndicat des constructeurs, des pollueurs et recycleurs des déchets du BTP. Et donc, dans ce cadre-là, je vous parlerai du retour des entreprises vis-à-vis de ce sujet très important qui est le repérage amiante avant travaux. Voilà, ben on va tout de suite rentrer dans le sujet. Alors, Souila, parce que c'est ce qu'on avait prévu. Tiens, je vous passe la zapette. C'est ce qu'on avait prévu effectivement ensemble, c'est qu'on fasse un retour d'expérience des entreprises sur ce sujet repérage amiante et cartographie. Et il y a une petite présentation que vous avez préparée. Oui, donc en fait, je vais être brève. Le CEDRE, très rapidement, donc c'est à peu près 250 membres d'entreprises de travaux, ce qu'on appelle travaux, donc c'est les démolisseurs, désamianteurs et recycleurs, donc tous les gestionnaires de plateformes de déchets et recycleurs dans le domaine du BTP. On représente 4 métiers, donc ceux que j'ai cités, plus le sciage carottage qui est vraiment un métier de niche qui fait partie de la déconstruction. Et on est au cœur d'un réseau riche de plus de 70 partenaires entre institutionnels, fournisseurs de matériel, bureaux d'études, etc., qui gravitent en fait autour des métiers qu'on représente afin de animer le réseau, mais aussi fluidifier les rapports et les rapports entre nos entreprises et les partenaires dont ils ont besoin pour leur activité. Donc, les obligations sans transition, il faut commencer par le commencement, et le commencement, c'est la maîtrise d'ouvrage qui a besoin de faire des travaux. Donc, on part du principe qu'on est en réhabilitation lourde ou une démolition. Donc, la maîtrise d'ouvrage est responsable à plusieurs niveaux. Et en premier lieu, c'est d'évaluer les risques. Et avant ça même, c'est d'établir clairement les travaux qu'elle envisage et le périmètre. Il faut être bien précis, donc comme je disais, sur la nature des travaux, le périmètre, et en cela déduire en fait tous les risques qui découlent de l'opération qu'il veut mener. Et donc à titre de tous les codes de santé publique, code du travail, code de l'environnement, code de la construction, eh bien la maîtrise d'ouvrage, on voit qu'elle a des responsabilités importantes vis-à-vis des personnes
qu'elle implique dans les travaux et l'environnement. Et donc, à ce titre-là, la maîtrise d'ouvrage, bien qu'elle soit responsable, elle n'est pas forcément, elle n'est pas obligée d'être sachante, dans le sens où on ne lui demande pas de connaître tout sur tout, mais par contre, ce qu'on lui demande, c'est de bien se faire accompagner, par exemple, par une maîtrise d'œuvre qui, elle, est spécialisée, qualifiée et assurée pour le type de travaux et le montant qui est en lien avec les travaux envisagés. Donc, elle se fait aussi accompagner par un coordonnateur SPS lorsque il y a plusieurs types d'interventions pour les travaux qu'elle envisage. Et en cela, donc, quand on dit coordonnateur SPS, on parle de prévention, c'est-à-dire qu'il faut évaluer tous les risques et les maîtriser aussi. Et donc, quand on parle de prévention, on ne parle pas que d'une seule personne. C'est vraiment un travail à mener de concert entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le coordonnateur et les entreprises qui doivent intervenir. Et donc là, comme on parle d'amiante, on va parler de désamiantage. Et donc on va parler, je vais parler plus spécifiquement des interventions en sous-section 3. Donc, qui dit intervention en sous-section 3 dit entreprise certifiée. Donc la certification est obligatoire pour les entreprises de désamiantage. Et en cela, l'entreprise, avant d'intervenir ou de faire quoi que ce soit, elle doit aussi donc évaluer ses risques lorsqu'elle a... pardon, je vois des signes dans l'assistance, je suis un petit peu perturbée. Donc l'entreprise de désamiantage doit évaluer ses risques sur la base des documents que la maîtrise d'ouvrage lui a fournis afin de prévoir son intervention et de s'assurer de mettre tous les moyens exigés par la réglementation afin de protéger donc, les salariés, tous les intervenants et l'environnement. Donc, pour schématiser un peu ce qui se passe, lorsque la maîtrise d'ouvrage définit ses travaux, le type de travaux, elle engage donc une maîtrise d'œuvre spécialisée, assurée pour les travaux qu'on a évoqués. Ils font les repérages, tous les repérages, parce qu'il n'y a pas que l'amiante, et tout dépend donc de type de... Là, on va parler de bâtiment. Si on parle de démolition et que c'est une surface qui représente de plus de 1000 m², on parlera aussi du diagnostic PEMD, qui est aussi aujourd'hui très important dans le sens où aujourd'hui on est amené à parler d'économie circulaire dans le bâtiment. Ouais. Juste pour l'acronyme PEMD, parce que tout le monde ne connaît pas. Donc, produits, équipements, matériaux et déchets. Donc on parle de repérage amiante, oui, mais il n'y a pas que le repérage amiante, il y a tous les autres repérages qui sont obligatoires d'une partie, mais aussi qui permettent en fait finalement de gérer tout ce qui a trait aux travaux qu'on envisage. Donc on revient au repérage amiante. Le repérage amiante, on va partir du principe qu'il est exhaustif, qu'il décrit bien l'absence ou non d'amiante dans le périmètre bien précis, bien déterminé. Donc là, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre font un dossier de consultation d'entreprise et donc les entreprises répondent. Et la maîtrise d'ouvrage consciencieuse avec sa maîtrise d'œuvre donc sélectionne une entreprise bien certifiée qui a de bonnes références et qui a répondu, on va dire, au juste prix compte tenu des travaux envisagés. Pourquoi le repérage amiante? Il est très 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 important parce que pour l'entreprise de désamiantage, lorsqu'on parle d'amiante dans le bâtiment, on parle de matériaux qui étaient détectés
Et qui dit matériaux, donc dit la nature et aussi son état de dégradation, qui est très 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 important dans l'évaluation des risques. Donc on parle de matériaux et qui dit retrait dit processus. Donc le processus qui va nous permettre d'évaluer les niveaux d'empoussièrement, qui va ensuite nous donner les moyens d'intervention, ce qu'on doit mettre en place pour maîtriser les risques. Et donc en cela, selon le matériau, la technique de retrait et les moyens de protection collective à mettre qui sont en fait bien décrites dans la réglementation, on est au niveau 1, niveau 2, niveau 3, sachant qu'au-delà des 25 000 fibres estimées ou même avérées, les travaux doivent s'arrêter. C'est-à-dire que c'est un niveau seuil réglementaire au-delà duquel les travaux ne peuvent pas être envisagés et donc réévaluer l'intervention de manière à baisser le niveau d'empoussièrement le plus bas techniquement possible. Donc vous voyez, on envisage des travaux selon 3 niveaux d'empoussièrement et selon le niveau, il y a des moyens techniques à mettre en œuvre pour protéger donc, ses salariés et l'environnement. Et cela donc induit évidemment des coûts parce qu'il y a des moyens techniques à mettre en œuvre. Et selon le niveau de technicité, plus on monte en technicité, en risque, il y a plus de moyens à mettre en œuvre et évidemment, le coût des travaux devient conséquent. Ce qui veut dire que, attention à la maîtrise d'ouvrage, l'objectif, effectivement, c'est d'abaisser les niveaux d'empoussièrement au plus bas techniquement possible, mais il y a certaines techniques qui ne peuvent s'envisager en deçà d'un certain niveau. Ce qui veut dire que, je dis très simplement, attention au tout niveau 1. Et aussi, niveau 1 ne veut pas dire absence de risque. Il y a quand même risque, il y a risque de pollution et risque d'exposition. Et en cela, je veux dire que je comprends bien qu'il y ait des contraintes budgétaires, mais quand bien même, il y a des responsabilités et des impacts sur chacun des intervenants. Donc, quand on reparle d'un repérage amiante, là, on a parlé d'un repérage amiante qui est complet. Lorsqu'il n'est pas complet, et donc du coup, pas complet pour une raison ou pour une autre, parce que toutes les pièces n'ont pas été accessibles au moment du repérage, parce que le périmètre n'a pas été bien défini, il y a eu des changements au cours de route, ou voilà, les raisons peuvent être diverses. Peut-être parce que tous les aléas n'ont pas été prévus au moment de la conception du projet. Eh bien, parfois, on découvre de l'amiante. Il y a découverte d'amiante, il y a aussi exposition accidentelle parce qu'on a touché un matériau qui était amianté, auquel on ne s'attendait pas. Et donc là, on a empoussièrement, pollution, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Il y a arrêt de chantier, arrêt de travaux plutôt, travaux de dépollution, et tout ça, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit des coûts, des retards de chantier, des expositions, évidemment, et là j'aurais dû le dire en premier, c'est les expositions accidentelles, à la fois des intervenants, mais des riverains, de l'environnement, et ça induit la responsabilité de chacun, et évidemment des conséquences économiques qui peuvent être désastreuses et qu'on ne peut pas finalement contrôler, parce qu'une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage d'une dépollution, voilà, le budget qu'on a prévu au départ, et là du coup il ne tient plus. Donc repérage amiante avant travaux, l'importance c'est à la fois la prévention de la santé, mais la prévention économique aussi, attention. Donc voilà, comme je disais, c'est la clé pour un bon déroulement de chantier, avoir un bon diagnostic, réaliser, donc pour les opérateurs certifiés, là la FIDI, je pense qu'il va bien développer ces aspects-là,
Je reviens aussi à la maîtrise d'œuvre, qui aussi pour moi est au cœur vraiment du bon déroulement d'une opération de retrait d'amiante. Et on en a de bons parmi nous. Et aussi des entreprises de désamiantage compétentes, certifiées pour les travaux qu'elles envisagent. Voilà. Oui, parce que effectivement, même pour les entreprises que vous représentez, aujourd'hui, quand le repérage est mal fait, ou en tout cas qu'il y a des surprises, c'est une catastrophe aussi pour l'entreprise qui ne peut pas planifier ses travaux correctement. Donc finalement, tout le monde paye ce mauvais repérage. C'est ça, on peut dire qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où, dès le départ, dès le dossier de consultation, eh bien, l'entreprise dit attention, là, l'information elle est incomplète, il faudra la compléter avec un repérage complémentaire. Ok, la maîtrise d'ouvrage parfois joue le jeu, parfois non, et on dit non mais comment c'est comme ça, et puis on verra. Eh bien, les moins-disantes vont dire moi je veux pas perdre un marché, je vais faire ça, comme ça, et puis ça peut induire des catastrophes dans le sens où oui, il y a mauvaise estimation des risques. Des pollutions, etc. Et donc, effectivement, lorsqu'on découvre qu'il y a pollution, c'est tout ce que je disais derrière. Et on recherche la responsabilité ensuite, non seulement de l'entreprise, mais de la maîtrise d'ouvrage, et aussi parfois du diagnostiqueur, parce qu'on vient lui dire, mais qu'est-ce que c'est que ce repérage que vous avez fait, comment vous l'avez fait mais oui, tout le monde serait recherché dans ce cas. Voilà, je crois qu'il y a une dernière diapo juste avec vos coordonnées. Bon, j'en profite pour vous dire, cher public, je vois, et puis elles étaient synthétiques. Merci à toi. On voit qu'effectivement, ce repérage, il est important. Puis j'avais en tête aussi de chantiers sur lesquels on met en place des échafaudages. Donc des fois, quand on arrête le chantier, il y a des coûts qui sont induits, qui sont de location, d'échafaudage, voilà, qui sont importants. Et donc là, je parle pour les copropriétés, ça vaut aussi pour les bâtiments tertiaires. Et donc effectivement, Laurent, ravi de vous avoir avec nous pour la FIDI. Le diagnostiqueur, plus que jamais, mais ça fait longtemps déjà qu'on le dit, mais en tout cas encore aujourd'hui, joue un rôle important parce que c'est ce premier maillon de cette chaîne qui doit faire ce travail-là important. On rentre dans le sujet doucement, et puis après, il faut effectivement historiser tous ces repérages, mais on va en discuter aujourd'hui. Effectivement, la réglementation, dans le cadre de la remédiation amiante, prévoit ces opérations de repérage amiante avant travaux, mais pas que. Il y a une gestion de la traçabilité de la problématique amiante, et c'est ce qu'on va pouvoir aborder dans les quelques slides que je me propose de vous présenter. Bien, juste avant peut-être vous parler un petit peu de la FIDI que je représente aujourd'hui. La FIDI, c'est donc la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. Nous sommes le premier syndicat indépendant de la profession et nous existons depuis 2004. La FIDI, elle fédère près de 2000 salariés du secteur et elle est représentée par à peu près 1500 diagnostiqueurs certifiés répartis dans 750 entreprises adhérentes. Voilà, donc on a pour vocation, dans le cadre de ce syndicat, de représenter et de défendre, bien sûr, nos adhérents auprès des instances gouvernementales, des directions techniques et réglementaires. Et donc, nous sommes organisés au travers de nos commissions et nos groupes de travail pour permettre ces représentations. Donc on accompagne nos adhérents avec des services, bien sûr, des partenariats importants, de la veille juridique, des conditions d'assurance spécifiques. Et donc nous avons des partenariats commerciaux avantageux qui permettent à nos adhérents de s'y retrouver quand ils veulent développer leur activité. Voilà, donc
Voilà pour ce qui est de la FIDI. Nous sommes par ailleurs du coup organisés avec un conseil d'administration et l'ensemble des entreprises du secteur sont représentées, hein, les tout petits, indépendants, comme les entreprises un peu mieux constituées et puis les très gros réseaux ou les entreprises représentant plus de 100 salariés. La FIDI est également dotée d'un bureau, hein, qui est l'organe décisionnel et en tout cas voilà, qui travaille sur le sujet, et avec des groupes de travail et des commissions qui ont pour objectif de produire du contenu. Concentrer l'expertise, ce qui permet d'avoir des représentants comme ce matin pour venir parler de sujets complexes. Nos adhérents, vous êtes, pour ceux qui sont présents et connectés, vous êtes le moteur de la FIDI et c'est grâce à votre contribution qu'on peut développer notre représentation. Si vous voulez bien sûr nous voir, il y a des temps forts. Les rendez-vous du diagnostic immobilier sont le moment de nous représenter de venir nous voir sur notre stand et d'approcher le bureau et le conseil d'administration. Je vous propose donc de revenir sur la thématique qui nous amène aujourd'hui et de repréciser, comme Souila l'a présenté, les grands enjeux du repérage amiante. Tu as évoqué, Souila, les enjeux juridiques, les enjeux humains, les enjeux de responsabilité sociétale et les enjeux financiers. Et nous avons rappelé, il est important, le repérage amiante, en fait, c'est le premier maillon d'une chaîne vertueuse. Cette chaîne vertueuse, elle commence par un repérage dans sa complétude, ou en tout cas dans l'exposition des réserves, ou en tout cas des problématiques qui ont conduit à parfaire ce repérage amiante. Il est utilisé par un maître d'ouvrage qui le transmet aux entreprises pour faire leur évaluation des risques. Et surtout, derrière, ça permet de soit remédier à la problématique amiante en retirant le matériau, soit bien sûr de contourner en assurant la prévention des entreprises qui vont travailler. Mais c'est une chaîne vertueuse et il faut absolument que tout repose sur un repérage complet, exhaustif, dont les conditions sont restituées dans un rapport qui permettent de bien comprendre ce qui a été fait. Je me propose d'essayer de vous expliquer en fait en décrivant ce qui relève de cette réglementation et de comment on trace un petit peu les documents relatifs à l'amiante. On pourrait synthétiser en disant que le Code de la santé publique organise des repérages, les premiers repérages, et cadre en quelque sorte la traçabilité. Par le décret du 3 juin 2011 et ses arrêtés, dans le Code de la santé publique, on va donc rendre des obligations de repérage de matériaux qui sont normalement et visuellement accessibles. C'est une première étape qui va permettre de constituer le dossier technique amiante, ce fameux dossier de traçabilité, et qui va permettre à l'issue de créer un espèce de classeur dans lequel on va pouvoir suivre la vie de ces matériaux amiantés. Ces repérages, en fait, dans le Code de la santé publique, ils sont réalisés sans sondage destructif ni démontage lourd, hein, pour ce qui concerne le diagnostic amiante avant vente ou le diagnostic amiante avant constitution du fameux DTA. Et donc, voilà, c'est dans le Code de la santé publique et dans le décret du 3 juin 2011 que prend naissance de cette notion du DTA, dossier technique amiante, ou du dossier amiante de partie privative, que l'on va voir dans le slide d'après. Par ailleurs, une fois qu'on a cadré ces premiers repérages, on va dire, c'est le Code du travail qui prend un petit peu le relais pour dire, en gros, dans les principes généraux de prévention, à partir du moment où je vais solliciter un matériau, je dois organiser la prévention des gens qui vont venir travailler. Et donc, à l'issue d'un décret qui cadre les repérages avant certaines opérations dans différents domaines autres que le bâtiment, on va décrire et cadrer les opérations de repérage qui vont se préciser dans le cadre d'un arrêté, qui est l'arrêté du 16 juillet 2019, qui va, lui,
notamment définir la méthodologie, les conditions et les obligations ou les exemptions pour réaliser un repérage amiante avant travaux dans les immeubles bâtis. L'ensemble de cette réglementation, donc on a bien compris, Code de la santé publique, on ouvre en fait un espèce de dossier de traçabilité sur un repérage des matériaux qui sont accessibles dans le cadre d'une liste définie. Et puis à chaque fois qu'on viendra solliciter les matériaux, eh bien, on organise suivant le périmètre de repérage un repérage amiante avant travaux et on vient agrémenter ces informations dans un classeur. C'est cette synthèse, si elle est bien comprise, on a vraiment compris le fonctionnement de la traçabilité amiante et elle permet au maître d'ouvrage d'avoir les idées assez claires pour s'organiser. C'est important. Merci Laurent de donner un peu de recul par rapport à cette réglementation, parce qu'on a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui nous écoutent, des collectivités, des bailleurs, qui sont face à une multitude de réglementations, Soulia en a parlé tout à l'heure, et donc finalement on perd la vision globale du sujet. Et donc là, on a effectivement cette première étape, et ensuite la deuxième étape, qui est effectivement quand on rentre dans les travaux, et merci de faire ce travail-là, cher public. Je te laisse continuer. Merci Xavier. Donc je reprécise que un repérage amiante avant travaux, il est adapté à la nature de l'opération, à son périmètre, suivant un programme détaillé des travaux. C'est quand le maître d'ouvrage a circonscrit l'ensemble de ces éléments, on va pouvoir transmettre ces informations à un opérateur de repérage qui après va faire son travail. On parle de programme détaillé des travaux. N'oublions pas qu'à un instant T, on peut avoir circonscrit un programme de travaux et on va le faire évoluer en fonction de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé. Et puis, finalement, les entreprises où il y aura des budgets supplémentaires ou des réductions budgétaires. Enfin, en gros, le programme de travaux, il peut évoluer, on le comprend, c'est normal. Eh bien, il y a des phases dans ce programme des travaux qu'il va falloir respecter, où il va falloir cadrer les opérations de repérage. C'est simple. Il y a un programme détaillé des travaux, il y a des phases, eh bien, il faut prévoir des missions complémentaires pour l'opérateur de repérage. Quand on a compris ça, mais en fait, ça y est, on a circonscrit la problématique. J'ai un programme des travaux, je dois organiser la prévention des risques. Eh bien, je missionne mon opérateur de repérage pour organiser sa cartographie de l'amiante. Donc, l'opérateur de repérage, lui, doit être certifié amiante mention pour pouvoir œuvrer dans le repérage amiante avant travaux. C'est lui qui va déterminer le périmètre et le programme de repérage. Donc le programme des travaux, c'est le maître d'ouvrage, mais le programme de repérage, c'est l'opérateur qui en est responsable. C'est lui qui va définir les sondages, qui va définir ce qu'on appelle dans la profession l'acronyme des ZPSO, des zones qui présentent des similitudes d'ouvrage. Et c'est sur la base, en fait, d'un élément témoin que l'on vient comparer par rapport à des sondages qui va nous permettre en fait, eh bien, de tracer cette ZPSO. Et c'est à l'opérateur de repérage de fixer sa stratégie d'échantillonnage. C'est lui qui est responsable de ça. Bien sûr, il le fait suivant les règles de l'art, la norme qui définit un plan de sondage, qui définit des fréquences et qui cadre la restitution de ces ZPSO. Mais c'est lui qui est responsabilisé par rapport à ça. Et puis, une fois qu'il a défini ses analyses, il les transmet au laboratoire, qui est le seul habilité à conclure sur la présence d'amiante. À l'issue de ce travail, on va devoir estimer la quantité des matériaux et produits contenant de l'amiante qui auront été repérés en mètres linéaires, en unités, en mètres carrés. Mais ça devra figurer dans le cadre de la mission de l'opérateur de repérage. Je précise juste qu'une évaluation de la quantité des matériaux et produits contenant de l'amiante, ce n'est pas une estimation de la quantité de déchets, et ce, en lien avec le diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets qui est amené, où on est amené, en fait, la maîtrise d'ouvrage est amenée à faire une estimation de quantité de déchets. Voilà, c'était juste... Ça, c'est pas l'opérateur de repérage qui le fait, le PEMD, ça c'est quelqu'un d'autre, hein. C'est un opérateur de repérage, mais formé et pas certifié, mais assuré pour organiser ces repérages-là. Oui, c'est une autre mission. C'est une autre mission. Bien.
Donc je rappelle les obligations du donneur d'ordre. C'est lui en fait qui doit fournir le programme détaillé des travaux, qui doit transmettre les plans à jour. C'est écrit dans la réglementation. C'est le donneur d'ordre qui transmet les plans à jour. Il est même précisé que s'il n'en dispose pas, il les réalise ou il les fait réaliser. Pour dire que ça fait partie des obligations du donneur d'ordre, qu'il doit transmettre également les anciens rapports de repérage. Donc son rôle aussi en tant que donneur d'ordre, c'est de prendre les dispositions pour permettre l'accès à l'ensemble des locaux. C'est lui qui va fournir les moyens pour accéder en sécurité aux matériaux et produits et qui doit organiser l'information des occupants ou des exploitants lorsqu'une mission va être confiée à un opérateur de repérage. Donc, rappel de l'importance en cas de modification de programme de travaux de mettre à jour les rapports de repérage et en cas de pré-rapport, c'est-à-dire quand on va restituer un rapport, si on a eu des problématiques pour accéder ou s'il y a des investigations complémentaires qui doivent être menées, eh bien c'est très important que ces rapports le soient clairement énoncés dans le titre. C'est un pré-rapport. Et ça doit figurer, non pas en catimini, mais très en évidence dès les premières pages du rapport. Bien, je fais juste un petit rappel sur les acronymes DTA et DAPP. En fait, pourquoi on fait ce petit rappel? Parce que c'est hyper important, c'est là que va s'organiser la traçabilité des différents repérages. Et donc, le DTA, c'est le dossier technique amiante. Le DAPP, c'est le dossier amiante partie privative. Donc, c'est dans ces classeurs que sont synthétisés les éléments de repérage. Ce ne sont pas des rapports de repérage. On entend trop souvent parfois les maîtres d'ouvrage ou d'autres acteurs s'emparer en disant « Ah ben j'ai fait mon DTA ». Non, le DTA, c'est un endroit de traçabilité de la donnée amiante. C'est constitué sur la base du repérage des matériaux de liste A, liste B. Et donc, la plupart de nos logiciels métiers permettent d'éditer des documents Word qui sont censés représenter ce classeur. Et donc, c'est un classeur qui peut être un classeur papier, mais en tout cas, il est censé faire vivre les informations de suivi de la donnée amiante. Juste pour comprendre, en fait, le Code du travail prévoit bien la mise à jour des dossiers de traçabilité. Quand on a fait un repérage amiante avant travaux, il est écrit dans l'arrêté que le donneur d'ordre doit transmettre une copie de ce repérage au propriétaire afin de mettre à jour, pour un appartement en immeuble collectif d'habitation, le dossier amiante partie privative, ou pour mettre à jour le dossier technique amiante pour les autres locaux assujettis. C'est une opportunité pour les opérateurs de repérage parce qu'il faut, en maîtrisant et en comprenant cette obligation, pouvoir informer le donneur d'ordre de cette mise à jour à opérer et donc proposer ce service en quelque sorte. Et je rebondis pour préciser que les opérateurs de repérage doivent, je pense, s'intéresser à développer de nouvelles compétences. Et notamment, ce fameux classeur, pour qu'il puisse être pertinent, il faut à un moment donné qu'il y ait des logiciels de dématérialisation, de concentration de la donnée amiante qui soient proposés, et il y en a. J'en cite quelques-uns: Amiante 360, Batinbox, Budac, Diaginfo, etc. Ces logiciels de dématérialisation, ils ont pour vocation d'apporter la remédiation amiante, de concentrer la donnée et concentrer la cartographie, les différentes cartographies, et permettent assez facilement de gagner du temps et donc de gagner de l'argent à terme, puisque le maître d'ouvrage en fait n'aura plus à refaire des repérages successifs dans le temps. Parfois 3, 4, 5 fois nous sommes intervenus sur un même mur qui contient des enduits. Plusieurs fois, en fait, enfin voilà, donc il y avait cette absence de traçabilité, c'était dans des cartons papier, c'était dans des dossiers informatiques, et puis à un moment donné, on ne sait plus trop gérer. Donc il nous faut un concentrateur, et donc j'invite nos adhérents à réfléchir sur
comment développer cette compétence de gestionnaire de DTA pour autrui. Attention, hein, je ne dis pas que c'est sans conséquence, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Voilà. Et dans la foulée en fait, de ces logiciels de dématérialisation, eh bien, il y a des mesures d'accompagnement que peuvent proposer demain les opérateurs de repérage, notamment sur les mesures conservatoires. Et pourquoi pas de développer des services d'assistants à maîtrise d'ouvrage amiante. Mais là, voilà, c'est vraiment une ouverture assez vaste. Et donc, là où je voulais, et je laisse la parole à Gilles, pardon, j'espère ne pas avoir été trop long, c'est qu'avant de développer des services complémentaires de ce type, attention aux enjeux de responsabilité. Il s'agit qui repère, qui saisit, qui gère ce fameux DTA. Cadrons bien cela pour être en assurance, d'être bien couvert par une assurance en responsabilité civile professionnelle. Et voilà le message que je voulais faire passer. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci Laurent. Donc il y aura les diapos aussi. Juste une petite question, parce que vous avez l'habitude, mais je ne sais pas qui peut répondre. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de maîtres d'ouvrage qui ont des plans papier là, parce que c'est ce que vous décriviez tout à l'heure. On est encore avec du papier, donc on perd l'info, on refait faire un repérage. Vous avez une idée, Gilles ? Alors, la proportion, je ne la connais pas, mais malheureusement, on a encore beaucoup de maîtres d'ouvrage qui n'ont même pas de plan. Oui. Donc, il y en a qui ont du plan papier, effectivement. Il y en a qui ont des plans PDF, du DWG, de l'IFC. Ça, on est dans la Rolls. Mais on a encore beaucoup de donneurs d'ordre qui n'ont pas de plan du tout, surtout dans le monde du social, du bailleur social, ils n'ont pas les plans des appartements. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est aujourd'hui, avec cette réglementation qui est croissante, hein, d'ailleurs, ça ne vaut pas que sur l'amiante, on parlait PEMD, et puis il y a d'autres sujets qui sont en travaux et puis qui arrivent. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans plan, mais ça va être votre sujet, Gilles, en tout cas la dématérialisation de toutes ces données. Oui. Laurent l'a dit, hein, c'est de la responsabilité du maître d'ouvrage de transmettre le plan au diagnostiqueur qui doit intervenir dans le local. Donc, s'il n'y a pas de plan, ça devient vite compliqué, quoi. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet sur la partie dématérialisation. On va vous afficher la partie cartographie. Donc tout à l'heure, je l'ai dit, Sogelink, je représente Sogelink qui est un éditeur de logiciels. Donc Laurent, je vais bientôt t'embaucher hein, parce que tu fais bien le teasing, il n'y a pas de problème. Donc nous, notre entreprise existe depuis 2000, donc ça fait un peu plus de 23 ans que l'on édite des logiciels dans le monde du bâtiment, des infrastructures et du BTP. Je précise cela parce que c'est uniquement notre secteur d'activité. On ne fait que des logiciels dans ce domaine-là, on est spécialisé là-dedans. Et en 2015, on a eu l'idée de coller à la réglementation amiante qui était effectivement assez complexe. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une gamme de produits, hein, je ne vais pas tous les détailler, mais qui s'adresse aussi bien à des donneurs d'ordre, à des entreprises de travaux, qu'à des gestionnaires de patrimoine un petit peu global. Juste en aparté, chez Sogelink, on a déposé un dossier de validation au sein du PRDA, du plan de recherche et développement amiante en 2015, et qui a donné lieu, après un audit de presque 5 ans, à une validation du CSTB. Hein, les outils Sogelink, donc ceux que je présente, sont validés au titre du CSTB pour la bonne gestion du risque amiante chez les donneurs d'ordre. Ce qui d'ailleurs nous a valu en 2022, juste après, la chance d'être titulaire du marché de la direction immobilière de l'État pour les 100 000 bâtiments amiantés, notamment des centres des impôts, puisqu'on y va tous à un moment donné. Donc, par rapport à cette problématique amiante, en fait, ce qu'il faut, si on remet un petit peu la problématique dans le contexte, lorsqu'on est un gestionnaire de patrimoine, lorsqu'on a beaucoup de bâtiments, il faut comprendre que la gestion de ce patrimoine immobilier coûte 20% finalement à l'organisation. Donc, je suis propriétaire foncier, mon organisation doit supporter des coûts à hauteur de 20% dans toute la gestion de mon patrimoine. Alors, cette gestion, elle se caractérise par plusieurs choses, tu en as parlé Laurent, c'est avoir accès à la bonne information, donc soit elle est dans des cartons, soit elle est dans des armoires, soit elle est dans des disques durs, parce qu'on veut effectivement avoir une information toujours à jour, quelle qu'elle soit, et donc pour cela il faut avoir l'historique du bâtiment depuis sa construction. Alors là, on a de la chance, on a souvent des plans, mais jusqu'à son exploitation. Et puis malheureusement, si on a des bâtiments qui sont très très vieux, des fois on a du mal à retrouver les plans. L'objectif, c'est d'être en mesure de prendre à chaque fois la bonne décision
soit de rénovation, soit de déconstruction, soit de démolition complètement, et ainsi de suite. Donc chez Sogelink, on a fait de la cartographie au sens large, notre cheval de bataille. On le fait aussi bien sur tous nos produits, depuis le levé de topographie jusqu'à la destruction de bâtiments. Bien évidemment, on s'appuie sur des plans, des croquis. C'est toujours effectivement une clé importante de nos solutions. Alors la cartographie en termes d'amiante, on la voit à deux titres. On la voit comme je la présente là à l'écran sur un plan, mais on la voit aussi sur la cartographie du risque en lui-même, c'est-à-dire qu'on va caractériser le produit amianté. C'est-à-dire qu'on va savoir à un moment donné si c'est une colle, on va savoir si c'est un enduit bitumineux, on va donc caractériser le risque. En plus de le localiser sur un plan, on va savoir exactement ce que c'est. Parce qu'effectivement, comme le disait Souila tout à l'heure, les mesures de protection et les travaux qui vont être induits par la remédiation de cette amiante, elle peut être différente en fonction des processus et bien évidemment en fonction de ce qu'on va enlever. Là, je vois ces éléments-là sur lesquels, effectivement, je vois des partages d'informations, et j'imagine des partages d'informations. Est-ce qu'on partage les informations avec les entreprises directement et le maître d'ouvrage, bien sûr? Alors, la première idée, comme l'a dit Laurent, c'est de capitaliser, de centraliser toutes ces informations. Je suis maître d'ouvrage, je dois avoir le maximum d'informations sur mes bâtiments. Parce que dans une logique de travaux, on va être obligé de partager cette information. Donc les outils informatiques aujourd'hui sont faits pour ça. Donc la plateforme Amiante 360 dont j'ai extrait cet exemple est une plateforme collaborative, c'est-à-dire que le donneur d'ordre va être capable d'inviter le diagnostiqueur à consulter l'historique et lui permettre aussi d'ajouter ses propres informations, son propre rapport dans la mission qui lui a été confiée. Alors quand on parle de cartographie, je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains maîtres d'ouvrage qui n'ont même pas de plan. Donc on va aussi s'appuyer sur, si c'est des locaux qui reçoivent du public, sur les plans d'évacuation, c'est des choses qu'on a l'habitude malheureusement de faire, ou tout simplement des photos. Sur des ouvrages comme une chaufferie que je présente là actuellement, on va être capable d'utiliser les photos que le maître d'ouvrage nous laisse à disposition. Ça veut dire que lorsque l'opérateur de repérage va intervenir dans cette chaufferie, il ne sera pas déjà perdu parce qu'il va retrouver ses matériels. Il va avoir l'historique, on voit des points verts et des points rouges sur cette photo. Il va retrouver l'historique, ce qu'évoquait Laurent tout à l'heure, des prélèvements ou des sondages ou des inspections visuelles qui ont déjà donné des résultats pour éviter d'en refaire aux mêmes endroits, bien évidemment. On n'est pas obligé d'avoir un plan coté, c'est-à-dire que la photo suffit. Ça, je découvre quelque chose. Réglementairement, on est obligé d'avoir un plan. Sauf que, Laurent l'a dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de maîtres d'ouvrage qui ne sont pas en capacité de fournir ce plan. Faire ce plan suppose beaucoup d'argent dans certains cas, et les travaux n'attendent pas. Voilà, donc ça permet d'avancer finalement là. Exactement. À défaut de n'avoir rien d'autre, on peut avoir des informations liées à des photos. On a parlé tout à l'heure d'organiser des travaux, de transmettre, d'avoir des informations dans un classeur qui s'appelle un DTA. Donc j'ai voulu synthétiser, sans les nommer finalement, tous les documents qu'un donneur d'ordre doit mettre à disposition de toute la filière pour organiser des travaux, que ce soit en phase d'étude, en phase de consultation, en phase d'exécution ou en phase de réception. Et tous ces documents s'interchangent. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure avec Soulia d'un coordinateur SPS, il doit avoir accès à ces informations. Un OPC doit avoir accès à ces informations. Bien évidemment, l'opérateur de repérage, mais le labo. Donc l'idée, c'est de fournir une plateforme commune à tous ces acteurs pour qu'ils puissent venir, d'une part, consulter ces documents, mais aussi déposer leurs propres documents. Parce que je rappelle, tous ces documents vont venir se rajouter comme des intercalaires dans le fameux dossier technique amiante, le DTA, parce qu'effectivement, on vient rajouter de l'information. Et donc, en théorie, dès qu'on rajoute une information, on a une nouvelle mise à jour possible. Parce qu'il faut prévoir souvent le coup d'après. C'est-à-dire que là, on fait une opération de travaux, très bien. Mais peut-être dans 3 ans, on va en refaire une avec des impacts différents, ce que expliquait Laurent tout à l'heure. On peut avoir des phasages qui s'étalent malheureusement sur plusieurs années. Donc du coup, il faut avoir bien cette traçabilité qui est fondamentale. Et les outils numériques, alors quand on n'a qu'un seul bâtiment à gérer, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir un outil comme celui-là. Mais quand vous commencez à gérer un parc de 100 000 logements, par exemple, ou d'une petite collectivité qui gère 80 bâtiments, je peux vous dire que s'il faut vous multiplier tout le nombre de documents et toutes les données liées à ce patrimoine, si en plus il est amianté, on ne s'en sort plus, quoi.
Donc on a parlé tout à l'heure de travaux, j'ai voulu donner un exemple. Souila en a parlé. Hein, la première problématique lorsque le repérage avant travaux n'a pas été exhaustif pour des raisons diverses et variées, négligence du maître d'ouvrage, problématique sur la mission de repérage. Le coût, il est humain déjà, donc je ne suis pas rentré dans ce débat-là. Le coût, il est d'abord humain, puisqu'on va mettre en danger les personnels, soit les personnels qui sont en train de travailler dans ce bâtiment, soit les opérateurs de désamiantage eux-mêmes, parce qu'ils vont intervenir sur un matériau dont ils n'avaient pas connaissance. Donc risque d'exposition accidentelle et ainsi de suite. Donc je n'ai pas voulu aller dans ce débat-là, j'ai plutôt regardé côté donneur d'ordre, l'impact que ça pouvait avoir, au-delà de l'aspect humain, mais plutôt sur l'aspect financier. Donc c'est une moyenne, et d'ailleurs mes chiffres vont à l'inverse de cette moyenne. Globalement, le surcoût de travaux sur un risque amiante non maîtrisé, c'est 40% de plus. Dans l'exemple que j'ai pris, c'est une base aérienne qui a été déconstruite, donc forcément il y avait beaucoup d'amiante. Le budget initial du lot désamiantage, c'était 1,1 million. On a découvert de l'amiante où ce n'était pas prévu, donc malheureusement, mais c'est des choses qui arrivent. Donc arrêt de chantier. Comme l'a expliqué Souila, on va mettre en protection tout le chantier parce qu'il y a des risques qui ne sont même pas maîtrisés. On va refaire des repérages, on va refaire des prélèvements. Donc il faut savoir que, comme l'a dit Laurent, le prélèvement il est envoyé dans un laboratoire qui est accrédité. Donc on n'a pas le résultat, ce n'est pas instantané. Il faut attendre quelques jours quand même. Au mieux, on a ça en 72 heures, mais c'est vraiment au mieux. Et si vous avez 500 prélèvements supplémentaires, c'est pas 500 fois 72, mais c'est pas instantané, quoi. Donc du coup, on a été obligé d'arrêter le chantier. Donc l'entreprise a laissé son matériel sur place, parce qu'on croit toujours qu'on va rattaquer la semaine d'après, puis la semaine suivante, et puis ainsi de suite. C'est des coûts d'immobilisation de matériel. Tant que ton engin il est sur un chantier, il ne produit pas, donc c'est de l'immobilisation. Et du coup, tous les coûts engendrés pour la redécouverte d'amiante et ainsi de suite, on est quasiment au double sur ce chantier-là. Donc c'est vraiment un exemple très criant qui aurait pu être évité si le donneur d'ordre, parce que là les deux sont fautifs, le donneur d'ordre et l'opérateur de repérage avaient suivi ce qu'a expliqué Laurent, l'exhaustivité maximum sur le plan des travaux. Alors je dis les deux sont fautifs, entre guillemets oui et non, dans le cas précis. Parce que, Laurent, t'en as pas trop parlé, mais je vais aller dans ton sens. Souvent, le donneur d'ordre indique qu'il ne faut pas dépasser tant de prélèvements pour l'analyse, où il faudrait maîtriser les coûts. Je ne veux pas avoir un rapport avant travaux qui explose, parce qu'on est pressé, et donc on sait qu'il y a de l'amiante à tel et tel endroit, et il ne faudrait pas en faire trop non plus, quoi. Peut-être laissons réagir Laurent, là, juste. Est-ce que c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est ce que disait aussi Souila, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, contraint à la fois l'opérateur de repérage ou l'entreprise par des budgets, par des contraintes, et donc finalement qui ne lui permet pas de déployer sa mission correctement. Oui, c'est strictement interdit. Le donneur d'ordre. Est-ce que ça arrive ? Non. Si tant est que ça puisse arriver et qu'on ait tous des expériences où évidemment notre maître d'ouvrage a envie de dépenser le moins possible. Il n'empêche que nous sommes des opérateurs certifiés, assurés et responsables, et que c'est à nous, c'est de notre responsabilité que de définir notre stratégie d'échantillonnage et de décider des analyses nécessaires à transmettre au laboratoire. Oui, c'est-à-dire donc une fermeté non négociable. Absolument sur non négociable. Oui. Gilles, je vous laisse continuer. Oui, alors Laurent a raison. Dans la vraie vie, des fois, il y a des loupés, on va dire. Ouais. Parce qu'effectivement, alors je peux donner des exemples, la base aérienne est un très bon exemple, mais il y en a d'autres. Lorsque vous êtes confronté à un bâtiment de multiples étages construit il y a très longtemps, qui accueille du public, c'est très compliqué souvent de faire des prélèvements. Parce que on ne peut pas arrêter l'exploitation du bâtiment. Donc du coup, inévitablement, on minimise finalement les repérages parce que techniquement, il y a trop de monde dans le bâtiment. On ne peut pas intervenir avec, je donne un exemple, dans un hôpital, vous n'intervenez pas avec votre combinaison de désamianteur pour faire des prélèvements, alors qu'il y a des gens dans les chambres, ça ne marche pas ça. Donc il y a des contraintes qui font qu'on peut parfois louper, et du coup, ce qu'expliquait Souila, c'est que
la recherche de responsabilité est souvent multipartite. Le maître d'œuvre en prend pour lui, l'opérateur de repérage en prend aussi, et le maître d'ouvrage aussi. Tout le monde prend. Ça va être le travail du juge, hein, d'ailleurs. Quand il y a des contentieux comme ça, tout le monde va chercher à reporter aussi sa responsabilité sur l'autre. Et donc il y a des effets de cascade. Tout à donc fait. là, les coûts sont colossaux. Là, je vois en arrêt de chantier 400 000, et puis les coûts de redémarrage. Pourquoi il y a des coûts de redémarrage? C'est très simple, hein. On a redécouvert des zones amiantées, donc coût de traitement des déchets, coût de désamiantage, des processus différents, et ainsi de suite. Donc finalement, ce qu'expliquait Laurent tout à l'heure, ce dossier de traçabilité, hein, que l'on appelle le dossier technique amiante ou le DAPP, le dossier d'amiante partie privative, c'est vraiment être en mesure d'avoir centralisé à un endroit précis tous les documents en lien avec la vie du bâtiment, d'être en capacité à les diffuser, c'est-à-dire de partager cette donnée. Alors pas tout, hein, on n'est pas obligé de tout partager. On peut partager bien évidemment les plans, on peut partager, on n'a pas parlé de la fiche récapitulative, elle suffit bien souvent à être partagée avec les différents tiers. Donc c'est d'être certain qu'on sache retrouver qui a fait quoi, quand et comment. Parce que ça, c'est fondamental. On va aussi garder, lorsqu'on parle de désamiantage, des plans de retrait pour expliquer pourquoi on a fait ce retrait de cette façon-là. Et bien évidemment, l'obligation porte sur le donneur d'ordre de conserver également les bordereaux de suivi de déchets amiantés. Donc, c'est vrai que chez Sogelink, depuis 2015, on a positionné une offre logicielle qui s'appelle Amiante 360 qui permet de faire tout ça. Elle permet de faire cela dans de bonnes conditions, à la réserve près qu'il faut impliquer le donneur d'ordre. C'est bien les plans du donneur d'ordre qu'on met dans l'application, c'est bien l'historique, l'ensemble, on ne l'a pas dit, mais depuis 1997, si le bâtiment est amianté, le donneur d'ordre a une collection de rapports à nous transmettre. Il a des rapports liste A, puis il a des rapports liste A et B. Il a fait sa mise à jour, tu en as parlé avant 2021, depuis le décret 2011. Et ensuite, à chaque rapport avant travaux, même si on ne fait pas de travaux, parce qu'on peut très bien faire un rapport avant travaux, et compte tenu de son résultat, finalement, on ne va pas faire les travaux à cet endroit-là, mais on va conserver la donnée. Et du coup, on va aller venir enrichir ce dossier, ce répertoire, hein, si on peut parler un peu comme ça, sauf qu'on va exploiter la donnée, puisque l'idée derrière aujourd'hui, et on le voit avec la problématique énergétique, hein, on est obligé de faire des travaux. Donc, si le bâtiment est amianté, pour préparer son plan pluriannuel de travaux, il est nécessaire d'exploiter cette donnée. Je veux extraire tout dans mon bâtiment, je veux savoir où j'ai de la colle amiantée, quel que soit l'étage, quelle que soit la pièce, et ainsi de suite. Je veux une extraction de données et non plus forcément un document mis à jour. C'est là où l'évolution de la réglementation est fondamentale. C'est-à-dire qu'avant, le législateur souhaitait que pour chaque bâtiment, on ait un dossier technique amiante à jour, donc une liste de documents à jour. Aujourd'hui, on s'intéresse aux matériaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du bâtiment au niveau de ce matériau? Est-ce que je l'ai enlevé? Est-ce que j'ai tout enlevé? Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment de la donnée qui est fondamentalement importante aujourd'hui. Et du coup, lorsqu'on a des outils numériques, on est capable de faire des tris dans tous les sens, hein. C'est un super Excel, mais dédié à l'amiante. Voilà, Gilles, merci pour cette présentation. Donc, vous aurez aussi, bien sûr, la présentation. Laurent, c'est ça dont vous parliez tout à l'heure, c'est cette nouvelle prestation que peut développer l'opérateur de repérage auprès du maître d'ouvrage. C'est-à-dire, quand l'opérateur de repérage met en place une solution de cartographie numérique, il faut l'accompagner pour reprendre tous les éléments qu'il avait et puis l'injecter dans le système de manière correcte. Est-ce que c'est ça ? Oui, et puis l'accompagner après au fur et à mesure de la vie du bâtiment. Effectivement. Donc, je rappelle, l'opérateur de repérage, il est certifié dans le cadre de ses missions de repérage amiante avant travaux, avant démolition. Mais on peut imaginer, du coup, au travers de cette pratique terrain, la compréhension en fait, d'analyser le fond et la forme d'un rapport amiante avant travaux, qu'il émane de son entreprise ou d'une entreprise tierce, font de lui un acteur qui semble être pertinent pour s'emparer pour le compte d'un maître d'ouvrage de l'analyse du coup de sa documentation technique et le cas échéant de la restituer dans un outil de dématérialisation. C'est en cela que cette on va dire, expérience peut faire de l'opérateur de repérage un acteur de l'accompagnement de ses clients dans la gestion de la dématérialisation de la donnée amiante. Et on s'est rendu compte
que du coup un homme de terrain va pouvoir s'emparer de la donnée, l'exclure, c'est-à-dire si j'ai pas de rapport d'analyse assorti, si la cartographie est pas claire, si la localisation du prélèvement est pas claire, et bien du coup d'exclure cette data pour n'en garder finalement que celle pertinente et implémenter le nouvel outil de dématérialisation qu'aurait choisi le maître d'ouvrage. Oui. Celui-là, pour finir, les entreprises aussi sont à fond dans cette logique de dématérialisation. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je sais qu'il y a Dématamiante aujourd'hui. Donc, finalement, on acculture les maîtres d'ouvrage de manière globale sur cette logique de dématérialisation. En effet, donc les entreprises sont en marche, en tout cas pour la dématérialisation, parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout ce qui est réglementaire doit être tracé, ce qui veut dire qu'on doit tracer dans des documents les éléments qui sont réglementaires et sur lesquels on doit être audité par le biais de la certification, mais aussi au point de vue des contrôles, de l'inspection, etc., pour prouver qu'effectivement, on a consigné les procédures, les évaluations de risques, etc., et donc, ça représente très rapidement un volume de documents assez conséquent par chantier. Et la dématérialisation, effectivement, permet de simplifier à la fois la traçabilité de toutes ces choses-là, mais aussi en termes de stockage de ces éléments. Gilles, une dernière question, puis après j'ai une petite surprise pour vous. Il faut qu'on conclue cette conférence. C'est quoi le coût de la dématérialisation? Bon, je sais que c'est toujours très complexe de donner des chiffres, mais là on a parlé de pourcentage, combien ça coûte quand c'est mal géré, hein, c'est 40% si j'ai bien retenu. Mais quand donc le coût par rapport à ça de la dématérialisation et de l'outil numérique? Je dirais le coût, il est nul au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le retour sur investissement pour un client lambda, en fonction de son volume, en fonction de son bâtiment, il amortissait la solution de dématérialisation, de partage d'informations en 27 mois. Donc en fait, je dirais, on propose des solutions qu'il faut acheter, certes, mais en 27 mois, on gagne de l'argent avec. Parce qu'il faut faire moins de repérage. Exactement, on devient exhaustif. Ouais. Du coup, on a une vertu, c'est-à-dire qu'on sait après avoir implémenté la solution, les endroits du bâtiment dans lesquels on n'est jamais allé. Et ça, c'est la richesse de l'outil. C'est-à-dire qu'on a fait, comme l'a dit Laurent, pléthore de prélèvements toujours aux mêmes endroits, 4 fois au même endroit. Par contre, dans la pièce d'à côté, on n'y est jamais allé. Ouais, et ça, on va le voir tout de suite. Exactement. Merci Gilles. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais récupérer la zapette. Merci à toi. La surprise, c'est qu'on a un petit quiz. Alors, je vous encourage et je vous invite, chers... voilà, je vois, ils sont en train les plus jeunes d'entre nous sont en train de sortir les portables parce qu'ils ont l'habitude. Donc, sortez votre portable. Vous commencez à avoir l'habitude, cher public, vous êtes une centaine avec vous. Vous aussi, hein, cher conférencier, sortez vos portables. Celui-là, il est là-bas. Mais Laurent, tu as ton portable. Vous avez votre portable à la main. Alors, on a construit un caout. Et vous saviez, là vous allez pouvoir commencer, avant c'était des longues discussions pour faire ces quiz entre Benjamin et Morgane, bon ça durait des heures, donc je me suis dit c'est terminé cette affaire-là, je vais faire appel à 2 intelligences artificielles, non pas une mais 2, et j'ai demandé donc à ChatGPT d'OpenAI et à Bard de Google, vous savez les 2 intelligences artificielles dont on entend parler, c'était pour la blague aujourd'hui, de me faire un quiz de 3 questions, avec 4 réponses possibles et sur lequel je lui ai dit sur les 4 réponses il y en a une qui doit être amusante et les 3 autres qui rigolotent, et donc ça c'est ce qu'on appelle le prompt. Tout le monde connaît le prompt aujourd'hui, c'est la requête que je lui ai faite. J'ai dit en plus mets-moi une photo, et donc ça nous a évité, Benjamin et Morgane, quelques prises de tête sur ces quiz là, et donc on va voir ces quiz pour ce jeu et on vous laisse jouer 3 questions, 4 réponses possibles à chaque fois. Repérage amiante et cartographie. Première question, c'est un quiz. Quel type d'aspirateur est utilisé pour le nettoyage des matériaux contenant de l'amiante? Une seule bonne réponse possible. Attention, ça va se jouer à la vitesse. Allez-y. On vous laisse répondre. Vous avez 20 secondes pour répondre. Voilà, tout le monde a répondu très rapidement. Vous voyez d'ailleurs, il y avait juste 3 réponses, 5, 4. Allez, c'est pour les derniers qui sont un peu... Ah ben, tout le monde a répondu. Voilà, est-ce qu'on est d'accord, celui-là? Voilà, prenez le micro.
Il y en a quelqu'un qui peut dire, est-ce qu'on est d'accord, c'est un aspirateur spécial avec filtre Oui, donc il y a un aspirateur, c'est pas un Dyson, c'est sûr, c'est pas un aspirateur à eau, quoique parfois il faut prévoir la gestion des eaux, mais ce qu'il faut, c'est un filtre THE, donc très haute capacité de filtration spécifique pour l'amiante. Voilà, alors attention, premier podium, on va voir comment ça s'est joué. Voilà, Sam, 947 points, il a répondu, Sam, très rapidement, ensuite Christophe, Massimo. Attention, deuxième question, c'est vrai ou faux? Alors voilà, il va falloir aller très vite. Le panneau danger amiante est une signalisation obligatoire pour les zones contenant de l'amiante. Vrai, faux? À vous de répondre, hop. Vrai, faux? Allez, il vous reste 13 secondes, 12. Ouais, tout le monde a presque répondu. Si les derniers répondent, comme ça on va passer à la question d'après. Voilà, tout le monde a répondu. C'était vrai? Laurent, peut-être? Oui, c'est vrai. C'était vrai, hein. Donc effectivement, il y en a 13 qui ont répondu faux. Allez, on voit le score. Hop, et ben voilà, ça a changé complètement parce que là, ça s'est joué au temps. Laurent voilà, était très concentré. En deuxième place, Virginie. Gilles, je vois Gilles aussi tient la corde, concentré. Tout va se jouer sur la dernière question. Alors, chers amis, chers publics et chers conférenciers, attention, parce que celle-là, je l'ai vue, elle n'est pas facile. C'est un quiz réponse multiple, donc vous avez plusieurs possibilités de réponse. Pourquoi est-il important de disposer d'une carte de repérage de l'amiante? Vous avez plusieurs réponses possibles, allez-y. Pour savoir où se trouve l'amiante, pour prévenir les accidents, pour éviter les sanctions, pour protéger les personnes des risques d'exposition à l'amiante, plusieurs réponses possibles. Il y a un petit piège, on vous laisse répondre. Vous voyez, c'est une carte de trésor, hein, vous avez là. Ça, c'est ChatGPT qui nous a mis... Non, c'est Bard, je crois, qui nous a proposé cette carte, puisque ChatGPT ne propose pas de carte. Voilà, je crois qu'effectivement, Gilles, c'était toutes les réponses possibles. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ah oui, moi je suis d'accord avec. D'ailleurs, j'ai moi-même coché toutes les réponses. Voilà, donc si c'est pas ça, ça va pas aller. Mais oui, effectivement. C'était ça. On arrive donc sur le podium. Troisième. Alors on va voir le point. Franck qui est troisième. Bravo Franck. Deuxième avec nous Gilles. Bravo Gilles, deuxième. Et qui est-ce qui est monté sur le podium? On va voir. Surprise, CC. Ah voilà, CC, on l'a dans la salle avec nous. Merci CC d'avoir répondu. Bravo à vous pour ce quiz. On peut applaudir les conférenciers pour cette conférence. Effectivement, merci à vous. On a terminé.